C'est le retour des FAQ. Mais cette fois-ci ce n'est pas sur moi, là on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et que vous aimez aussi beaucoup. Je vous ai posé la question sur Instagram, il s'agit d'une FAQ spéciale voyage au Japon. Et je sais que vous êtes beaucoup à vous poser la question, beaucoup n'y sont pas encore allés ou peut-être déjà. Et j'espère que dans cette vidéo je vais vous donner quelques bons tips. Hello les Nakamas, ravi de vous retrouver pour cette vidéo FAQ où là du coup on va parler vraiment du pays du soleil levant, ce pays incroyable. Ça fait 4 fois que j'y vais et du coup je commence à connaître un petit peu quand même le Japon et quoi y faire et surtout comment y aller, quels sont les meilleurs trucs. J'ai utilisé plein de méthodes pour y aller. Quand je dis méthode, j'ai pas pris le vélo ni le bateau, calmez-vous. J'avais envie que vous me posiez des questions et surtout vous donner mon ressenti sur ce pays que j'aime tant. Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude et activer la cloche, comme ça t'es au courant de mes dernières vidéos. Parce qu'en vrai, quand je regarde mes stats, la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Vous êtes où les abonnés là, les 250 000 là? Vous êtes où à chaque fois là? Je comprends pas. Vous êtes où? Fnac. Imaginez que vous deviez trouver l'amour tout en sachant que vous passez vos journées à empoisonner des gens. On part déjà sur des bases un peu compliquées là. Eh ben, c'est un peu une partie de ce qui se passe dans le manga Mariage Toxin de Joe Miyako et Mizuki Yona, disponible chez Crunchyroll. Cette œuvre vient d'arriver en France et je dois vous prévenir qu'elle est ultra complète et aborde des thèmes importants avec une touche d'humour, de subtilité, qui vous feront dévorer le premier tome en un éclair. Dans Mariage Toxin, on va suivre Gero, un tueur à gages extrêmement dangereux qui maîtrise l'art d'empoisonner les gens. En gros, c'est sanglant dès les débuts, on arrive directement dans un univers assez étrange, mais ce n'est pas parce qu'on est tueur à gages qu'on n'a pas le droit de trouver l'amour. Même le meilleur ami de Gero, qui a une tête à te faire changer de trottoir, a réussi à trouver l'âme sœur et file le parfait amour. Mais ça va encourager notre très cher Gero, mais il est vraiment très loin de savoir comment aborder une femme. Étant donné qu'il fait partie d'une famille très influente et qu'il a qu'une sœur, on leur met la pression à tous les deux parce qu'il est grand temps d'avoir un héritier. Sauf que sa sœur est en couple avec une femme. Et vu que Gero est aussi sociable qu'une porte de prison, sa sœur se sent dans l'obligation de la quitter et d'aller se marier avec un homme pour pouvoir donner un héritier. Mais il est impossible pour notre Gero de voir sa sœur se briser le cœur par son manque de sociabilité. Et c'est lors d'un de ses contrats, alors qu'il doit assassiner une belle jeune femme, qui apparemment est experte dans la manipulation et les relations sociales, qu'il va lui proposer directement de la sauver et de se marier avec lui. Mais vu qu'elle refuse, va falloir qu'elle l'aide à trouver une femme. Sans trop vous spoiler, je vais vous dire pourquoi Mariage Toxin c'est bien. Ça aborde des thèmes comme l'homosexualité, la transsexualité, le tout mixé avec de l'humour, de l'action, beaucoup d'action, et un côté sanglant comme on les aime. Ce manga est une ode à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, et en 2023 ça fait vraiment du bien. Et pour toutes les personnes qui ont du mal avec les relations humaines, les conseils de cette charmante jeune femme sont plutôt bons à prendre. Puis le premier tome se lit très rapidement. On a de belles doubles pages et le dessin est fin et très agréable à la lecture. Donc à tous ceux qui voulaient un petit vent de fraîcheur, de la nouveauté et du changement dans les thèmes abordés au niveau du shonen, il est très important d'aller lire Mariage Toxin, disponible chez Crunchyroll. Et n'hésitez pas à vous abonner au compte Fnac pour savoir toutes les prochaines sorties manga. Fnac. Première question, et vous me l'avez souvent posée, et c'est normal, c'est le budget, le temps de vol et quelle compagnie, tout ça. Donc là, c'est vraiment la partie technique, au moins juste pour y aller. Moi, personnellement, j'ai souvent été au Japon avec au moins une escale, parce que trouver des vols directs, c'est pas ultra simple, et c'est pas le moins cher, on va pas se mentir, même quand tu t'y prends 4 mois à l'avance. Après, petite info, je pars au Japon en décembre, du 14 au 2 janvier, donc je vais passer Noël et le Nouvel An là-bas. Je vais vous parler au niveau budget de mon dernier voyage au Japon, mais là, pour ce voyage-là, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Alors pour décembre, j'ai réussi à trouver un aller simple, sans escale. Incroyable, c'est la première fois dans ma vie que je vais aller en Asie sans escale, c'est exceptionnel. C'est incredible. Avec Air France. Et ça m'a coûté 1100 € aller-retour, sachant qu'on les a pris début septembre pour décembre. On s'y est quand même pris à l'avance. Je trouve que pour le coup, quand vous regardez vos billets bien en avance, c'est pas là que vous allez avoir le maximum de tarifs. Je pense qu'il y a des compagnies qui doivent sortir leurs billets avec escale à des prix quand même assez raisonnables, un mois avant le départ ou un mois et demi, mais pas genre 4 mois avant. Pour mes anciens voyages, que ce soit la Corée ou le Japon, j'ai souvent pris Eva Air, donc EVA, je sais pas comment ça se dit, c'est la compagnie taïwanaise. Pour le coup, les précédentes fois où j'y suis allée avant Covid, je faisais souvent une escale à Taïwan et j'y restais au moins 2-3 jours.
jours, donc le temps d'un week-end, et je repartais au Japon. Et en général, ça me revenait à peu près 800 €, 900 € grand max avec un pays en plus. Donc en vrai, je trouve ça plutôt cool. Si vous avez le temps de vous accorder 2-3 jours en plus, surtout que Taïwan, c'est vraiment ma recommandation en Asie. Mais pour ceux qui ne veulent pas un pays en plus et qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas le temps, une escale à Taïwan, en général, c'est entre 2 et 5 heures, donc c'est largement faisable, sachant qu'en plus, il y a des restos dans l'aéroport est plutôt cool, et il reste à peu près 5 heures de vol, 5-6 heures de vol, grand max, jusqu'à Tokyo. J'ai déjà fait des compagnies telles que China Eastern ou même Air China. C'est pas les meilleures compagnies, mais c'est vrai qu'en termes de budget, elles sont vraiment très abordables. Il y a souvent une escale soit à Pékin, soit à Shanghai, donc en vrai, ça va. Les escales en général sont pas ultra longues, et c'est là que vous avez des billets des fois à 700 balles que j'avais trouvé 2 mois avant. Mais pour les fois précédentes, après Covid, j'ai souvent pris les billets 2 semaines avant. Et ben figurez-vous que ça n'a pas été les pires prix de l'univers, littéralement, il y avait les prix de last minute, et en vrai, ça allait, je trouve. Alors prenez pas le risque non plus, parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir de très très bonnes compagnies. Donc au niveau compagnie, Air France, j'ai pas encore testé, je vais tester, donc je vous en parlerai en décembre pendant les vlogs. Mais Eva Air, vraiment, je recommande à 100%, c'est une très bonne compagnie, on mange bien. En plus, vous pouvez avoir l'avion Hello Kitty. Je crois que c'est plutôt interne à Taïwan, je sais plus. Mais il y a peut-être des chances que vous ayez l'avion Hello Kitty, donc c'est vraiment bien. Les compagnies chinoises sont à prendre exclusivement en termes de budget. Et sinon, vous avez les compagnies de tout ce qui est Arabie Saoudite, pays du Golfe, qui sont vraiment très très bien. Du genre Etihad, franchement, en termes de bouffe et de qualité, c'est nickel. Et concernant le temps de vol, quand c'est en direct, on est à peu près à 13 heures de vol, donc c'est gérable. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de vol long courrier, soyez prêts, mettez des bonnes chaussures, prévoyez des chaussettes bien chaudes, parce qu'en général, il fait froid dans l'avion. Malgré le fait qu'il y ait une petite couverture, vous avez toujours les pieds froids. Moi, je déteste. Il fait au moins 8000. Prévoyez aussi des écouteurs en plus avec prise jack, parce que suivant les compagnies, des fois, c'est pas ouf. Et de quoi lire, parce que Wi-Fi dans l'avion, ça marche pas. Également, petit tips, quand vous choisissez votre compagnie aérienne, faites bien attention aux bagages. Parce que je vous le dis tout de suite, si vous êtes du genre à vouloir acheter plein de trucs là-bas, des magazines, des mangas en souvenir, des figurines, des chaussures, des sacs, la mode, tout ça machin, naninana, même de la bouffe. Ça fait beaucoup là, non? Une valise ne vous suffira jamais, surtout une valise à 23 kilos. Évitez d'avoir des surplus de bagages et des grosses surprises à l'aéroport au retour, parce que ça fait très 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 mal. Suivant le compagnie, en plus, si vous les prenez pas à l'avance, vous faites défoncer et ça fait vraiment pas du bien, surtout qu'en fin de voyage en général on est à sec au niveau du compte en banque, donc vraiment je vous le déconseille. Moi je sais que je prends toujours des compagnies où t'as 2 fois 23 kilos ou 40 kilos, des fois t'as des packs de 40 kilos. Moi, c'est vraiment le moyen de m'assurer d'être tranquille et de pouvoir ramener ce que je veux. Donc, mon petit tip, c'est soit vous achetez une valise là-bas, mais si comme moi, vous avez déjà fait ça et du coup, vous vous retrouvez avec une collection de valises à la maison, prenez les sacs à dos de randonnée. Sac à dos. Comme ça, vous le mettez dans votre valise à l'aller et pour le retour, vous le remplirez à la fin quand vous serez à Tokyo et que vous ferez tous vos achats. Vous avez été plusieurs à me poser la question du visa. Eh ben, il n'y a pas besoin de visa quand vous êtes français. Pour les Français, on peut aller au Japon comme as. On est tranquille. On rentre, c'est comme chez nous, quoi. On peut croiser le fille en marchant dans la rue. Ouais. Non, en vrai, pas le vrai. On aimerait bien. Sinon, j'aurais déjà cherché Itachi s'il y avait des personnages animés qui existaient là-bas. Là, on pouvait aller à Kumamoto, qui est la ville de naissance de Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece. Et il y a justement les statues des Mugiwara qui sont réparties dans Kumamoto. Si vous êtes du genre à faire des pèlerinages d'animés, ça peut être pas mal. Je fais les questions un peu dans le désordre, hein, je suis désolée. Mais là, du coup, on m'a posé cette question-là au niveau de la communication. Parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines. Bon, c'est pas tant des légendes que ça. Mais il y a quand même beaucoup de légendes en mode on se fera jamais comprendre au Japon. Kasapoto? Alors, c'est faux. Oui, je sais, j'ai fait un peu de japonais, je parle un peu japonais. Mais, en vrai de vrai, je trouve que c'est pas si difficile que ça de se faire comprendre au Japon. Même s'ils sont pas ultra chauds en anglais, vous avez quand même la nouvelle génération, certains qui ont voyagé et tout, qui font quand même l'effort de parler anglais. C'est un anglais approximatif des fois, il faut juste s'habituer un petit peu. Si vous regardez des animés, vous comprendrez que des fois, leur anglais est quand même fait à base de katakana. Donc, excuse me, I'm late équivaut à excuse me, I'm late. Donc, voilà. Commencez pas à sortir votre meilleur accent, soyez audible, faut qu'ils comprennent. Donc voilà, faut juste adapter à un pays qui, en termes de langue, c'est pas les plus forts, quoi, c'est tout. Et aussi, Google est ton ami. Ta meilleure amie.
Littéralement, Google Trad te permet de poser n'importe quelle question. En plus, maintenant, avec genre le système audio, des fois, tu peux leur demander, vas-y, dis un truc, et tu vas comprendre c'est quoi sa question. Même eux, ils vont chercher un collègue ou quelqu'un pour te renseigner. Ils vont vraiment pas te laisser dans le caca. J'ai même vu des gens dans la rue essayer de m'aider. J'ai même pu discuter avec des grands-pères et tout qui, des fois, faisaient moitié japonais, moitié anglais pour se faire comprendre. Donc, vraiment, si en plus vous avez des petites notions de japonais, et croyez-moi, sur place, vous pouvez les avoir. Il suffit de vous prendre des petits mémos, des petites phrases, voilà, classico sur internet ou même dans des petits bouquins. Il y a vraiment moyen de s'en sortir. Apprenez des phrases vraiment basiques du genre j'aimerais aller à tadada. C'est vraiment le genre de choses que vous allez le plus demander. Par exemple, genre où sont les toilettes? Toire wa doko? En vrai de vrai, vous n'êtes même pas obligé de faire une phrase entière. Ils vont voir que vous êtes étranger. Si vous arrivez devant quelqu'un et que vous lui dites toilette, ou genre le mot en japonais, et ben il va faire ah, et genre il va pas le prendre mal que vous mettiez pas les formes ou quoi que ce soit. Et pour le coup, je vous le dis, hein, quand on est à Tokyo, il y a beaucoup de gens quand même qui font un minimum d'efforts en anglais. Certes, dans la campagne, c'est un peu plus rare, mais il y a vraiment moyen de s'en sortir. Également, comment se repérer au Japon? Beaucoup se disent ça va être compliqué parce que tout est écrit en japonais, et non, il y a beaucoup de japonais et avec en dessous marqué en anglais. Et encore une fois, il me semble que quand tu prends en photo avec ton téléphone sur Google, il y a moyen d'avoir la traduction directe. Et moi, je sais que j'ai cette fonction-là sur Google Trad, donc si tu cherches une ville ou truc comme ça, que t'arrives dans un endroit où il n'y a pas la version anglaise, et ça c'est quand même pas non plus ultra fréquent, il y a moyen quand même de se repérer. Et Google Maps, littéralement, te dit où aller, quoi prendre, quelle ligne, à quelle heure, il te dit tout. T'as même plus besoin en vrai de demander. Mais sinon, dans les transports, les cartes et tout, c'est ultra bien fait. Même au niveau des métros, il y a des petites affiches, il te dit où est-ce que tu es dans la rame, où est la sortie, où est-ce que ça donne, quelle autre station tu as à cet endroit-là, et t'as la version japonaise et anglaise écrit et même à l'oral. Donc en vrai, il y a vraiment pas moyen de se perdre, surtout si t'as Google Maps en même temps. La question aussi revient sur le budget, qu'est-ce qui coûte le plus cher au Japon? La première phase, c'est quand tu dois prendre les transports et surtout l'hôtel. L'hôtel, c'est quand même très cher, même les Airbnb. Surtout, je parle de Tokyo parce qu'encore en dehors de Tokyo, il y a moyen de trouver des hôtels bien, qui sont pas non plus des placards à balai comme la chambre de Harry Potter. Waouh, mais c'est génial ici! Tu peux trouver des trucs un peu plus grands à moindre prix, surtout si t'es en couple ou à deux ou avec des potes, ce sera beaucoup plus simple. Mais à Tokyo, c'est hyper cher, surtout si tu veux être dans un quartier du genre Shibuya, Shinjuku. Ça reste cher. Moi, je sais que j'adore être soit à Kabukicho, soit à Shibuya. Shibuya, c'est l'endroit le plus cher en termes d'hôtel. Si c'est des Airbnb, c'est très cher. Du genre 900 balles la semaine. Combien? Oui, je ne rigole pas. On était en mode, bon, ça fait 450 € par personne, ça va, non? Mais du coup, ça fait quand même très mal aux fesses. Et en termes d'hôtel, t'as plus de choix à Shinjuku et t'as moyen de trouver des petites choses. Moi, je les cherche sur Booking, Agoda, trouver les meilleurs tarifs, et en plus, ça dépend de la période, parce que si vous y allez, par exemple, pendant la période des cerisiers en fleurs, donc la période des sakura, vous allez casquer de ouf. Les prix sont multipliés par 3 minimum, alors que si vous y allez en période des momiji, donc l'automne, en vrai, les prix, ça va, mais dites-vous que ça va être quand même une grosse partie de votre budget, surtout si vous voulez un peu de confort. Et pour revenir sur les hôtels, moi je sais que je vais beaucoup aller dans les APA hôtels. Je sais pas si ça se dit APA ou APA, mais bon, les APA hôtels, ce sont les hôtels qu'il y a un peu partout dans le Japon, surtout à Tokyo, et il y a des onsen des fois en haut, donc des bains publics. Et moi j'adore. Bon après moi j'y vais à minuit, parce que vu que j'ai pas le droit d'y aller parce que je suis tatouée, je me cache. J'y vais à minuit, comme ça il y a personne, et il y a pas de femme de ménage qui vient pour me dire « Ouh là là, qu'est-ce que tu fais là, toi, dégage !» Ça m'est déjà arrivé, elle a pas été méchante du tout, mais j'étais allée le matin, et en plus elle rentre dans la pièce, et moi j'étais avec ma petite serviette comme ça, avec mon gros dragon qui dépasse, si encore je l'avais mise comme ça, peut-être que. Elle me dit en japonais, en gros, ça, normalement vous avez pas le droit d'être là et tout, et tatouage c'est interdit. Et quand elle te dit ça, tu sais que c'est en mode ne reviens pas, te fous pas de notre gueule, c'est marqué à l'entrée, on te laisse pour cette fois. Mais non, ça m'avait un peu fait chier, il y a beaucoup d'hôtels en vrai comme ça, où il y a des onsen, et la plupart sont interdits au tatouage, et c'est lié au yakuza, même si t'es étranger, c'est comme ça. Ils vont pas faire de distinction, c'est interdit, c'est interdit. Mais voilà, il y a des hôtels comme ça, comme le APA Hotel, où par contre, faudra pas être surpris de la taille de la chambre. C'est très fonctionnel, tout est bien à leur place, mais en général, elles font 11 mètres carrés. Voilà, si vous vouliez vivre comme Harry Potter, voilà, c'est maintenant. Si vous avez des grosses valises, va falloir faire un par un, si vous êtes à deux, pour les ouvrir et tout. Mais sinon, après, en vrai, vous avez quand même les APA Hotels qui sont bien placés, pas trop loin d'une station, ou même à côté des gros points touristiques.
touristique. Faut checker, faut regarder. Regardez quand même les Airbnb. Si vous êtes prêt à vous excentrer un petit peu, ça vous dérange pas de prendre le métro, allez-y. Mais moi, je sais que j'aime bien me dire, je descends, je suis quasiment déjà dans un endroit où je vais traîner en fait. L'avantage aussi en dehors de Tokyo, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est moins cher. Tokyo, c'est vraiment particulier, mais quand vous sortez de Tokyo, même Osaka ou Kyoto, vous avez des prix plus bas et des chambres quand même en général un peu plus grandes. Je pense à Kyoto où j'ai été dans un hôtel où vraiment la chambre était super belle. Il y avait l'écran plat, Netflix dessus, incroyable pour regarder les animés le soir. Le bouquet final, c'est que cet hôtel s'appelle Gojo. Voilà, c'est tout pour moi. Et dites-vous que même un hôtel qui va avoir 2 étoiles, ça n'a rien à voir avec la France, c'est propre. C'est-à-dire que moi, je suis jamais tombée sur un hôtel où c'était dégueulasse. En général, c'est quand même très propre, c'est quali, c'est pas le haut standing non plus en termes de service ou trucs comme ça, mais c'est largement suffisant. Après, petit red flag aussi au Japon, on n'a pas droit au tatouage, mais par contre, fumer dans les chambres, c'est possible. Donc faites bien attention quand vous prenez une chambre, il va souvent y avoir, en dernier recours, il ne reste que les chambres fumeurs. Soyez pas surpris par l'odeur par contre. En fait, directement, ils vous mettent un espèce de brumisateur là que vous allez asperger dans votre chambre parce que l'odeur de tabac est quand même très très forte. Donc le temps de s'habituer, le temps d'aérer, parce que vous avez une petite fenêtre, ouvrez bien et tout, si vous avez pas eu le choix et que vous avez une chambre fumeur. Après, si vous êtes déjà fumeur, et ça sent dans le couloir que c'est le coin fumeur. Vraiment, tu le sens dans le couloir que ça va être énervé. Et pour finir, le prix des hôtels, je vous le dis, ça dépend des périodes. Vous pouvez avoir des hôtels à 900 € la semaine, comme vous pouvez trouver des hôtels à 500 € la semaine. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Faut vraiment par contre là s'y prendre en avance et ça dépend des coins où vous allez. Si vous allez à Shibuya, ça va être plus de 8000 € la semaine, voire plus. Et si vous allez à Shinjuku, vous pouvez baisser un petit peu, surtout si vous allez à Kabukicho, qui est le quartier chaud. Vous avez peut-être des prix un peu plus tranquillous. Et si vous allez en dehors, dans des quartiers un peu plus pépouses, oui, là, vous allez avoir de meilleurs prix, mais c'est pas forcément des quartiers où vous avez plein d'animations. Après, en soi, il suffit de quelques stations de métro et vous êtes dans un quartier où c'est la fiesta. Bon, on m'a quand même posé la question, les Love Hotels, je les ai jamais testés. Sachez que je vais tester ça en décembre. Restez bien au courant, activez la cloche comme d'habitude, parce que je vais faire une vidéo, je teste les Love Hotels. Et je vais tester plusieurs Love Hotels, sachez-le. Des trucs bizarres, des trucs moins bizarres, on va tester ça. Alors, le fameux JR Pass, c'est vraiment le moyen de se déplacer réservé aux étrangers. Les Japonais n'y ont pas accès. Vous pouvez prendre votre JR Pass sur Japan Experience, vous avez le site, et vous allez pouvoir prendre soit 7 jours, soit 10 jours, soit plus, suivant le temps que vous restez au Japon. Moi, je vous conseille quand même de prendre au moins 7 jours. Bon, de toute façon, c'est le minimum, donc de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre, Sophia? T'es connu quoi? Il est con lui, hein. 7 jours, au moins, vous centralisez tous vos déplacements dans cette période-là. Sachant que si vous ne prenez pas de JR Pass, si vous avez décidé de faire Tokyo et genre juste une ville, c'est pas rentable de prendre le JR Pass parce que par exemple, un billet Tokyo-Osaka, c'est 90 €. Donc, c'est pas rentable. Et aller-retour, ça fait 180. Vous n'arrivez toujours pas au tarif d'un JR Pass pour 7 jours. Et ça, c'est uniquement si vous faites une seule ville. Par contre, à partir du moment où vous commencez à faire des Tokyo-Osaka, Osaka-Kyoto, Kyoto, Hiroshima, après vous allez je sais pas où, là, il faut prendre le JR Pass parce que quand vous commencez à prendre des longues distances, ça commence à s'accumuler et ça va faire très mal aux fesses. Sachant qu'en plus, avec le JR Pass, vous n'êtes pas obligé de faire la queue de ouf pour prendre un billet. Et en fait, le JR Pass veut dire Japan Rail Pass. Et Japan Rail, c'est aussi une compagnie de transport au Japon. Quand vous êtes au Japon, si vous prenez la Yamanote Line, donc la ligne circulaire du Japon, qui fait tous les gros quartiers de Tokyo, bah, c'est une ligne JR. Donc, le Japan Rail Pass, le JR Pass, marche dans le métro aussi. Dès que la compagnie c'est JR, vous pouvez prendre le métro ou le train gratuitement. Alors, petit tips par exemple, parce que c'est vrai que Osaka a son compagnie de métro, Kyoto aussi, mais vous avez quand même des lignes JR pour faire des endroits très touristiques. Vous pouvez faire par exemple Fushiminari en JR, vous y allez tôt le matin, et après vous partez à Nara, il y a aussi une ligne JR qui va jusqu'à Nara, et vous déboursez rien du coup, parce que vous avez le JR Pass, donc c'est vachement cool, parce que vous accumulez vos déplacements avec des lignes JR, faut juste checker quelle ligne, à quelle heure, pour bien programmer sa journée. J'adore quand on me demande si j'ai une liste des meilleures boutiques de figurines. Je vous remets cette vidéo qui est juste là, où j'ai fait le tour des boutiques d'animés, de figurines et tout au Japon. Je vais en refaire une, je pense, en décembre, pour aller chercher d'autres petites choses, dégoter quelques petits trucs. Encore. Mais voilà, vous avez déjà une petite liste, et c'est cadeau. Bon là, c'est la question un peu qui regroupe ce que j'ai fait avant. Quel est le budget pour partir au Japon? Attention, c'est le moment où ça va faire mal aux fesses. Ah, ça fait mal,
On va faire grosso merdo, on va faire un calcul, c'est parti, c'est l'heure du calcul. On va faire un calcul plutôt haut. 1000 balles d'avion. Allez, on se dit 1000 balles d'avion. Si vous arrivez à trouver 700 € avec une escale de 10 heures, tant mieux pour vous. Mais dites-vous à peu près à 1000 balles d'avion. Ensuite, vous allez avoir les hôtels pour 2 semaines. Je pense que par personne, vous en aurez peut-être pour 1000 balles. Allez, je vais être gentil. Ça dépend. Parce que si vous allez dans des auberges, des petits hôtels, auberges espagnoles, là, tout ça machin, vous pouvez vous en sortir pour 500 balles. Mais voilà, dites-vous que ça va être une fourchette entre 500 et 1000 €. Là, je fais vraiment grosso merdo. Donc dites-vous, déjà, l'aller, retour, plus l'hôtel, on est à 2000 balles. Ensuite, rajoutez à ça le JR Pass. Sachant qu'il a augmenté de 60% depuis le 1er octobre. Je suis désolée de vous l'apprendre. Si vous prenez le JR Pass une semaine, bah voilà, faut rajouter 400 boules. Mais pour 2 semaines, ça va être 600. Donc on avoisine les 2500, 2600 €. Ouais, un truc comme ça. Après, dites-vous que vous allez peut-être rajouter 100 balles de transport, de métro si vous bougez beaucoup, ou si vous avez plus le JR Pass pendant la période où vous êtes à Tokyo. Après, le reste, c'est ce que vous allez dépenser. Dites-vous que la bouffe, c'est pas cher. Vraiment, je me suis pété le bide dans les trucs à sushi pour entre 10 et 30 €. Quand je vous dis péter le bide, c'est péter le bide. 10 balles, c'est pour ceux avec les petits tapis roulants, avec les tablettes, là, qui sont trop bien. Et c'est 100 fois meilleur que le meilleur sushi de Paris. Et même un bon sushi avec pas un maître sushi, parce que là, va falloir taper dans les 150 balles minimum, mais un bon petit sushi, vous en avez pour 30 € par personne. Et vraiment, vous vous régalez. Donc vraiment, la bouffe, que ce soit les combini ou les restos, c'est pas ça qui va vous coûter le plus cher et vous allez vraiment vous faire plaisir. Après, si vous êtes comme moi, que vous aimez la mode... Bon là c'est une autre paire de manches parce que bon, il y a beaucoup de modes bien sympathiques et ça fait très mal aux fesses. Donc moi je dirais quand même pour 2 semaines, si vous voulez vraiment vous faire plaisir et qui englobe le tout, pour 2 semaines, je dirais entre 4000 et 5000 €. Ok. Et ça, je vous dis, c'est en mode, tu t'amuses, tu fais des activités, t'achètes des trucs, tu manges bien. C'est vraiment kiffer sa vie au Japon et pas être en mode, non, je peux pas. Ça sert à rien d'aller au Japon si vous avez pas la thune. Vous allez être ultra frustré et moi, je trouve que ça vaut pas le coup. À part si vous êtes en mode sac à dos et vous êtes pas en mode, je vais acheter plein de trucs, je veux juste visiter le Japon. Mais voilà, si vous êtes en mode comme moi, avec des valises, ça fait mal aux fesses le Japon. Surtout si vous achetez des figurines comme moi. Les boîtes et bars, bon délire ou pas? En vrai, ouais, carrément. C'est pas du tout comme en France, désolé, je suis toujours en train de tacler la France, mais bon, j'en ai fait des bars et des boîtes et je me suis jamais sentie aussi safe qu'au Japon. Surtout que vous avez des bars, des boîtes avec plein de styles différents. Vous avez des boîtes hip-hop, vous avez des boîtes EDM, donc ce qu'ils appellent EDM, c'est tout ce qui est électro. Et en vrai, le seul truc qui peut mal se passer au Japon dans les boîtes de nuit, c'est pas les Japonais, c'est les étrangers. Après, en général, je vous le dis, si un étranger fait de la merde dans une boîte de nuit, il se fait virer en 2 temps 3 mouvements. C'est ce que j'ai vu quand j'étais au One Oak à Roppongi. J'ai vu des mecs se faire virer avec leurs bouteilles qui coûtaient littéralement 2000 balles sans leur manteau. Et de toute façon, ils peuvent rien faire parce qu'en général, il peut y avoir des petits délires avec les Yakuza, ils tiennent un peu le monde de la nuit, donc faut pas rigoler avec eux. Donc, si t'es du genre tranquillou bilou, que t'as envie de passer une bonne soirée, Cette soirée, c'est pour toi et moi. en général, ça se passe très bien. Et pour les bars, je vous conseille notamment Golden Guy. Donc, c'est vraiment une rue très connue. L'architecture de cette rue et le rendu de cette rue est incroyable. Il y a un petit côté vintage, j'en ai l'impression dans les années 70-80. Et c'est que des tout petits bars où il y a 4-5 personnes qui rentrent dedans. Donc après, si tu veux te faire un marathon, t'es mort. Mais je vous conseille pas. On n'est pas dans la rue de la soif à Rennes non plus. Mais vraiment, c'est une rue ultra atypique. Vous pouvez rentrer dedans pour voir les prix. Certains, c'est un petit peu plus élevé. D'autres, c'est vraiment très très bon marché. C'est vraiment très très cool. Et c'est à Shinjuku à côté, ou voire même dans Kabukicho. Donc c'est vraiment un endroit que je conseille si vous y allez entre amis ou même en couple. Il y a des endroits un peu fun, d'autres qui sont plus posés, des endroits un peu jazzy, tout ça. On se croirait dans Cowboy Bebop. Et des endroits un peu plus avec des gens un peu foufou comme à la télé. Donc ouais, non, franchement, c'est une rue, j'ai adoré. Ah, ça c'est une question super importante, comment je fixe mes jours de visite. Ça dépend de ce que vous avez prévu de faire, ça dépend de votre budget. En général, si vous avez pris le JR Pass et que vous partez 2 semaines, je vous conseille de couper les vacances en 2. C'est-à-dire que première semaine, vous allez bombarder toutes les villes et vous vous concentrez sur Tokyo les 5 derniers jours ou la dernière semaine si vous voulez faire vraiment une semaine entière parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Tokyo et de Tokyo. De Tokyo, vous pouvez partir au Mont Fuji, vous pouvez aller à Hakone, donc un endroit où il y a des onsen et aussi une vue magnifique. Vraiment, c'est un endroit très très cool à faire, mais tout ça se fait de Tokyo. Et à Tokyo même, tous les quartiers qu'il y a à faire, les expositions, les musées, il y a trop de choses à faire à Tokyo et la vie va à 1000 à l'heure. Donc de 8h à 5h du matin, vous pouvez faire des trucs sans cligner des yeux. Donc vraiment, je vous conseille de centraliser à Tokyo parce que Tokyo, c'est énorme. C'est beaucoup de choses à faire. Mais du coup, pour la première semaine, si vous avez pris un JR Pass de 1 semaine par exemple, vous pouvez centraliser le fait d'aller à Osaka, Kyoto, Nara, centraliser tous vos déplacements en mode sac à dos, même si vous avez une valise. Mais faites-le à ce moment-là parce que si vous commencez par Tokyo, vous allez faire tous vos achats la première semaine et vous allez
allez vous trimballer votre valise après la deuxième semaine dans plein de villes différentes. Je ne vous le conseille pas du tout. Tout le temps se trimballer sa valise qui dépasse les 23 kilos. Non, non, non. Vraiment mauvais bail. Et au moins, la première semaine, en général, vous êtes parti un peu plus léger. Vous avez votre sac à dos à l'intérieur si vous avez prévu, comme je vous ai dit, le sac à dos en plus pour la fin du voyage pour avoir votre bagage en plus. Mais au moins, vous avez qu'une valise, vous n'en avez pas deux. Et petit tips. Oui, je suis là pour les tips. Oui, oui, oui. Sachez qu'il y a des services de livraison de bagages. Imaginons que vous êtes à Osaka et vous allez à Kyoto. Votre check-in est à 11h, sauf que vous avez décidé de faire une dernière activité à Kyoto dans la journée et vous n'avez pas envie de vous trimballer vos bagages. Eh ben sache qu'il y a des systèmes de livraison de bagages. Tu peux demander à l'hôtel de faire livrer tes bagages dans le prochain hôtel dans une autre ville. Ça coûte pas grand-chose en vrai, je crois, ça doit coûter 10 ou 20 balles. Mais c'est pas hyper cher et ça te permet d'avoir les mains libres toute la journée et d'arriver à ton hôtel avec tes bagages déjà là. Alors par contre, attention, je me suis fait piéger. Il y a certaines valises, comme la mienne qui est énorme, Comme ma bite. qui excédaient la taille. Donc prenez des valises moyennes, pas les grosses que je prends à chaque fois. Parce que du coup, il avait dit la valise là, j'y peux pas. À part les ramen, il y a quoi comme bouffe? Noni. T'as regardé des animés ou pas? On va dire que moi je suis une très grande fan de la gastronomie française. C'est bon ça. Mais ma gastronomie préférée avec la française, c'est la japonaise. Littéralement, j'aime trop. C'est varié, c'est bon. Oui, il y a les sushis, les makis, sashimi, c'est vraiment un truc que j'adore. Mais pas que, suivant chaque ville a sa spécialité. Moi je suis une fan, par exemple, des okonomiyaki, l'espèce de pizza japonaise. T'as une version Hiroshima qui est délicieuse. T'as une version Osaka parce que ça vient de là-bas. T'as plein de plats différents au niveau des viandes, du poisson, la variété de poisson elle est incroyable. T'as plein de petites choses aussi à grignoter. Non franchement, il y a plein de choses à goûter. Après, pour tous mes potes musulmans et pour tous mes nakamas musulmans, bon, ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'il y a pas mal en vrai de sites qui référencent tous les restaurants halal. Renseignez-vous un peu avant. En tout cas, ceux qui ne sont pas végétariens, parce que oui, végétariens par contre. Un enfer, mon Dieu, oublié. Oh là là. Surtout que des fois, ils ne savent même pas eux-mêmes qu'il y a du porc dans leur plat ou qu'il y a de la viande dans leur plat. Donc vraiment, faites très attention, demandez parce que des fois, ils savent pas. Mais en tout cas, pour tous ceux qui, comme moi, mangent de tout, eh ben, open bar, hein. Faites-vous plaisir. Omurice, katsukuri, ramen, udon, sushi, maki, sashimi, takoyaki, okonomiyaki. Oh là là. J'ai faim. J'ai faim. La culture manga animée est-elle vraiment omniprésente? Oui, littéralement partout. Dans le métro, dans des affiches, partout. Même quand ça parle de sujets qui ont rien à voir, des fois ils vont inclure de l'animé dedans. Et c'est vraiment, ça fait partie de leur culture, c'est partout. Et j'adore ça. Des fois, tu vas arriver à Shibuya, tu vas entendre une voix, t'es en mode, mais attends, mais c'est pas la voix de Luffy. Mais attends, c'est pas la voix de... Ça fait partie de leur culture et du coup, ils l'affichent partout et j'aime trop. Je me sens tellement bien. Est-ce que c'est difficile de trouver des vêtements en grande taille, genre 44-46 européens? Oui. C'est pas le pays où il y a le plus de grande taille. Et même, dites-vous que le L là-bas, c'est un SM chez nous, voire S. Donc faites attention, des fois, il peut y avoir des trucs oversize, il y a beaucoup de trucs oversize et tout. Mais si vous avez de la dysmorphie corporelle, vous vous sentez pas bien, vous êtes complexé, attention avant d'essayer, s'il vous plaît, ne vous fiez pas aux chiffres dessus. Si c'est un 38, c'est pas un 38. Voilà. Ah oui, et autre info, les chaussures, vous allez avoir des fois des tailles genre S, M, L. Dites-vous le L, c'est 39. Voilà, il n'y a pas de grand pied là-bas. Et même pour les mecs, je crois... Alors ça, c'est en Corée, mais je crois qu'ils vont pas au-delà du 44. Demandez si vous voulez des paires de Jordan ou trucs comme ça. Il y a pas mal de boutiques où ils vendent des Jordan par milliers et des trucs pour tous les collectionneurs de sneakers et tout. Mais demandez quand même, je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de stock ou du stock tout court sur des tailles au-delà du 44. Ensuite, les meilleures périodes pour aller au Japon. Moi, franchement, je vous conseille toutes les périodes. Là, je vais tester la période hiver. Je sais que toutes les périodes sont bien au Japon parce que toutes les saisons sont magnifiques là-bas. J'ai testé les Sakura en mars dernier et j'ai adoré, c'est sublime. Par contre, il y a énormément de monde. Par contre, une saison qui est un petit peu sous-cotée alors que littéralement c'est l'équivalent des Sakura, c'est les Momiji. Donc la période des érables rouges, des feuilles rouges dans les arbres. Et c'est sublime. Et il y a moins de monde. En fait, il y a plus de tourisme asiatique plutôt qu'autre chose. Alors que là, pour la période des Sakura, vous avez le tourisme du monde entier. Mais les Momiji, c'est incroyable! Incredible. Des images de temples avec des feuilles rouges partout. C'est sublime. Et au niveau température, en plus, c'est encore très doux. Donc, vous pouvez vous balader en veste, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un énorme manteau. Donc, en vrai, c'est vraiment une période que j'adore. Je la trouve très très bien. Il
pleut pas tant que ça, en vrai. J'ai même eu des fois où j'avais juste un jour de pluie, et c'est tout. Là, je vais tester forcément la période hiver, et en plus avec les fêtes de Noël et le Nouvel An. Donc ça, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. L'été, par contre, je l'ai pas fait, et je suis pas prête de le faire pour l'instant, à part si je vais à Okinawa. Parce que il fait littéralement 58 000 degrés l'été. Et à Tokyo, c'est un four humide, où tu transpires constamment. Donc à part si t'as décidé de faire le sud du Japon, et de te faire des petits endroits en mode, voilà, la plage, la playa, tout ça, machin, ouais. Sinon, c'est pas non plus le meilleur moment, et en plus, des fois, il y a la mousson. Donc l'humidité fois 1000. Moi, avec mes cheveux bouclés, là, je ressemble à Tina Turner, non merci, quoi. Expérience à recommander, expo, ou tout truc comme ça, j'ai pas non plus fait toutes les villes de l'univers, mais par contre, s'il y a bien un truc que je vous conseille en termes de musée, c'est Teamlab. J'en ai déjà fait une vidéo, c'était un petit vlog, et franchement, Teamlab, c'est juste le plus beau musée que j'ai fait de ma vie. Vraiment, pour moi, c'est le musée que j'ai le plus apprécié dans ma vie. C'est incroyable. Vous pouvez rester au moins 4 heures dedans, tellement l'expérience, elle est immersive. Là, alors moi, j'avais fait Teamlab Planète et le Teamlab classique. Le Teamlab classique était fermé depuis un petit moment. Là, il a réouvert, donc je vais pouvoir le retester. En plus, il y a des nouvelles choses à l'intérieur. Mais vraiment, c'est les deux. Faites les deux, parce qu'il y en a un, faut être pieds nus. Il y a des moments où il y a de l'eau et tout, c'est incroyable. Et l'autre, bah, t'es en chaussures, mais voilà, t'as d'autres expositions à l'intérieur. Vraiment, c'est un des plus beaux musées du monde. En termes d'interaction et de technologie, c'est incroyable. Le truc qui a le pire goût, alors moi j'aime tout au Japon, j'ai pas goûté de trucs qui étaient dégueux, mais il y a moyen qu'il y ait un truc que vous aimiez pas. Moi j'adore, mais c'est pas du goût de tout le monde, c'est le natto. C'est du soja fermenté. En plus, quand tu prends une espèce de fil, je pense qu'il y en a qui vont vomir. Mais moi j'aime bien. Après, on est fille du soleil levant, on l'est pas, quoi. Je suis fils du soleil levant. Autre chose qu'il ne faut pas goûter, par contre, n'allez pas goûter le fromage au Japon. J'ai voulu le tester, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Déjà, quand le camembert il brille, on dirait du plastique, c'est que ça va mal se passer. I have to go to the bathroom. Ignoble, dégueu. Mais par contre, on peut aller les yeux fermés bouffer un plat au combini si vous avez la dalle. Il y en a qui peuvent se dire ouais, ça va pas être bon parce que c'est des trucs préparés. Un omurice ou un curry à 7-Eleven ou à Family Mart, incroyable. Quand t'as la dalle à 1h du mat, mais mon dieu, qualité. Mais pourquoi on n'a pas ça en France, bordel? Je reviens quand même sur la question des tatouages au Japon. Ils réagissent normalement aux tatouages, surtout si vous êtes étranger, ils sont tapes. Il y en a certains qui vont même les trouver jolis ou trucs comme ça. Par contre, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, il y a des restrictions dans les hôtels, dans certains endroits, donc faites attention, surtout les onsen. Il y a des sites qui répertorient les onsen qui acceptent les tatouages. Après, vous avez des onsen privés. Apparemment, ils acceptent pas non plus les tatouages, mais si c'est privé et que vous lui dites pas que vous avez votre pièce privée pour vous, en vrai, ils risquent pas de vous casser les pieds. Mais, je vous le dis, ne rigolez pas avec eux sur les lois et sur les trucs. Faites bien attention. Et je vais tester un onsen en plein air en décembre, donc je vous dirai comment c'était, parce que c'est vraiment un truc que j'ai du mal à trouver, des onsen en plein air avec des super paysages qui acceptent les tatouages. Mais sinon, oui, après quand vous êtes tatoué, en plus si je vous dis, si vous êtes étranger, sans table complet. Hein. Je terminerai avec cette question, qui est un peu ma question que j'ai gardée pour la fin, voilà. Tu ressens quoi quand tu y vas? Est-ce que c'est toujours la même émotion? Eh ben, écoutez, plus j'y vais, plus je me sens, entre guillemets, chez moi. Vraiment, je me sens tellement bien au Japon. Alors c'est vrai que ça fait vraiment phrase de Kiku Soleil Levant, mais la première fois que j'y suis allée, j'ai chialé parce que genre, j'avais toujours rêvé d'y aller depuis très très longtemps, et bah, je me sens bien. Genre, des fois, j'ai même pas besoin de GPS, j'ai l'impression de retrouver mon chemin direct. J'aime l'ambiance qu'il y a là-bas, alors forcément, il y a des choses à faire, des règles à respecter, une façon de faire, à prendre, mais voilà, moi je trouve que c'est un pays incroyable, et la plupart des gens vous diront de toute façon qu'une fois que tu y vas, t'as envie d'y retourner tout le temps. C'est un pays très très riche en termes de culture, de paysage, et je trouve que les Japonais sont vraiment très accueillants, très bienveillants. Je sais qu'il y en a qui disent que les Japonais n'aiment pas les étrangers, bah j'ai pas ressenti ça, que ce soit quand j'étais avec une pote ou un pote, vraiment j'ai jamais ressenti d'hostilité ou de réflexion, voilà, un peu en mode ils te parlent mal, quoi que ce soit, contrairement à la Corée. Je tiens à faire un petit tacle à la Corée, où ça par contre je l'ai vécu beaucoup plus en Corée. Au Japon, non. Et en plus, s'ils voient que t'es respectueuse et que t'essayes un minimum de parler, ou que voilà, t'es en mode t'intéresses à la culture, tranquille. Vraiment, après, allez pas faire les zouaves dans les temples, à prendre en photo alors qu'il y a marqué pas de photo, ou à faire du bruit, à crier, respecter les lieux, respecter l'ambiance, respecter, voilà, il faut pas se faire remarquer non plus. Faites pas des Johnny Somali, voilà, parce que eux, littéralement, putain, j'aurais aimé le croiser au Japon, la vie de ma mère, je lui aurais éclaté la tête. Et à partir du moment où vous êtes respectueux, ça se passe très très bien pour vous. Et vraiment, c'est un pays que j'adore. C'est ma destination préférée, et le Japon me manque à chaque fois. Quand je pars, je suis
malheureuse. Et donc je pars en décembre au Japon, donc j'espère que vous suivrez les vlogs. Je pars avec Mathie, Maxime et sa copine. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte, surtout que ça va être une période que j'ai jamais faite encore. Donc j'espère que vous suivrez les vlogs et les TikTok et tous les petits trucs. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'aille voir, tester, pour que je puisse les faire en vidéo. J'espère en tout cas que j'ai répondu à un maximum de questions pour votre voyage. C'est compliqué de répondre à tout, mais voilà, je préfère à la limite peut-être le faire dans des vlogs ou même des vidéos explicatives en format vertical. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à le mettre en commentaire. Sur ce, les Nakama, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et surtout activer la cloche. Et sur ce, bye bye les Nakama.